Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chaos Global, le journal télévisé du Courrier des Stratèges qui vous décrypte l'important de l'actualité de la semaine. Et aujourd'hui d'ailleurs nous allons prendre le temps de bien décrypter puisque nous n'évoquerons réellement que 3 sujets. Nous allons commencer par parler des agriculteurs. Nous parlerons ensuite de la décision de la Cour internationale de justice concernant Israël et le génocide palestinien. Nous en profiterons pour faire un point sur la situation en Israël et nous conclurons par quelques mots sur la situation aux États-Unis et cette histoire de guerre civile, de nouvelle guerre de sécession entre le Texas et la Confédération des États-Unis en réalité, puisqu'il s'agit d'une confédération, même si on vous dit que c'est une fédération. Mais on commence quand même par les agriculteurs, puisque à l'heure où nous tournons ce journal, eh bien, nous ne savons toujours pas quel est l'état réel du barrage, du siège que les agriculteurs veulent faire autour de Paris. Alors pour tout vous dire, il est à peu près 15 heures. À ce stade, donc, nous sommes encore dans l'incertitude sur le sort qui est réservé aux Parisiens. Quand même, pour Édouard, demain, notre Premier ministre, Gabriel Attal, donne son discours, prononce à l'Assemblée nationale son discours de politique générale. Ça ne se présente quand même pas très bien pour lui. Première remarque, il a attendu trop longtemps pour faire son discours de politique générale. On a une dérive du système Macron qui consiste à prendre son temps pour nommer les secrétaires d'État, qui ne sont d'ailleurs que des sous-ministres, lesquels ne sont d'ailleurs que des super conseillers de l'Élysée dans l'esprit d'Emmanuel Macron. Puisque le gouvernement n'est toujours pas formé définitivement. Voilà. On a quelques ministres, mais on n'a pas la totalité du gouvernement. Et résultat, Attal a attendu. Moi, je me rappelle dans l'histoire de la Ve République que les discours de politique générale des premiers ministres viennent la plupart du temps 2-3 jours, au maximum 1 semaine après la nomination du Premier ministre. Et d'ailleurs, le gouvernement est communiqué dans les 2 jours qui suivent la nomination du Premier ministre lui-même. Donc ça, c'est la première remarque. Attal a trop attendu. Et alors, il est vulnérable. La deuxième remarque, c'est que je crois que la grosse erreur qui a été commise par Macron, c'est de sous-estimer l'impact qu'a sur la population un aussi jeune Premier ministre. Alors, il pourrait être très jeune, après tout, on a vu un président du Conseil en Autriche qui avait 30 ans et qui a tenu le coup pendant quelques années. Mais il apparaît comme totalement inexpérimenté. Et ça, je crois que les Français le sentent. Et les paysans, en particulier, qui en ont gros sur la patate, sans mauvais jeu de mots, le sentent particulièrement. Donc tout ça crée une atmosphère qui est propice à troubler le discours de politique générale du Premier ministre. Alors j'en profite quand même pour ceux qui auraient raté quelques épisodes, vous ne devez pas être nombreux à les avoir ratés, mais j'en profite pour refaire un récit de ce qui s'est passé depuis une dizaine de jours. Donc comme vous le savez, un peu partout en Europe, depuis quelques mois, il y a une agitation des agriculteurs qui a réellement pris en France il y a environ une dizaine de jours, avec notamment le lancement d'un barrage sur l'autoroute entre Toulouse et Pau. Le barrage de Carbone sur lequel je me suis rendu mardi dernier. J'ai passé un peu de temps avec les agriculteurs, j'en ai rapporté un reportage. Si vous avez lu ce reportage mardi soir dernier sur le Courrier des Stratèges, vous savez que j'ai dit à peu près ce qui s'est passé à Carbone dans les jours qui ont suivi, c'est-à-dire que ce barrage, certes officiellement était un barrage spontané, mais que j'ai trouvé très encadré par une FNSEA extrêmement organisée, avec des revendications très précises. Le soir où je suis allé sur le barrage, je devais rencontrer le fameux Jérôme Bail, qui est, moi je disais Bail, mais en fait quand j'ai dit je cherche Jérôme Bail, ils m'ont dit ah Bail, et donc le fameux Jérôme Bail était à Pamiers ce soir-là, où il discutait avec Marc Fesneau des revendications de la FNSEA, qu'il souhaitait que le gouvernement satisfie
pour pouvoir lever le barrage. Quelques jours plus tard, Gabriel Attal, prenant son temps, comme l'a dit Édouard Husson. Alors ceux qui lisent les lettres confidentielles qui circulent un peu partout savent que cette prise de temps, cette tranquillité apparente de Gabriel Attal lui a été fortement conseillée, notamment par ses conseillers en communication, qui ont fait circuler la théorie selon laquelle il fallait laisser les agriculteurs purger leur colère et donc la laisser s'exprimer avant de faire des concessions et d'appeler à la fin des barrages. C'est ce que Gabriel Attal a fait. Il a finalement, vendredi dernier, accepté les propositions de la FNSEA, que j'avais décrite le mardi soir dans le courrier, et Jérôme Bail a appelé à la levée du barrage le lendemain midi, samedi midi. Simplement, la comédie a commencé à se jouer à ce moment-là, puisque lorsque Gabriel Attal est revenu de son déplacement de vendredi en Haute-Garonne, le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, a dit devant les caméras qu'il était prêt à re-rencontrer le Premier ministre qu'il venait de quitter et qu'il ne l'avait pas prévenu, car le terrain ne suivait pas, la base ne suivait pas, et la base était décidée à continuer le mouvement. Et donc on est face à une FNSEA qui essaye de rattraper les troupes au sol, si j'ose dire, et qui essaye de les canaliser, mais qui n'y arrive pas. Donc nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation où Gabriel Attal a tiré une cartouche à côté de la cible, puisque s'il a obtenu la levée du barrage de Carbone, il n'a en revanche pas obtenu la fin du mouvement, et ce mouvement se radicalise avec une FNSEA qui est largement discréditée aujourd'hui et qui voit petit à petit son bateau prendre l'eau d'un peu partout. Donc si vous voulez connaître la suite, bien suivez les colonnes du Courrier des Stratèges où nous ferons des reportages sur le terrain si les agriculteurs font réellement le siège de Paris. Nous multiplions les interviews d'agriculteurs. Alors le siège de Paris a été en partie décidé par un collectif, une avant-garde révolutionnaire d'agriculteurs, dont Sébastien Béraud, que nous interviewons depuis plusieurs jours régulièrement sur le courrier, jusqu'à hier soir encore, et nous recevons tout à l'heure un autre responsable agricole indépendant dont nous vous donnerons l'interview en même temps que ce journal télévisé ce soir. Suivez nos colonnes et puis suivez-nous dans les jours à venir, et nous ferons d'ailleurs peut-être une escapade en Belgique pour aller voir l'état du mouvement des agriculteurs belges qui eux-mêmes sont d'une façon ou d'une autre un peu les petits frères des agriculteurs français. Je vais encore me fâcher avec les Belges, ça n'a rien de péjoratif bien entendu de dire que les agriculteurs belges sont des petits frères. Ne manquez pas les informations que nous avons données sur la FNSEA, qui est de mon point de vue aujourd'hui le cœur du problème des agriculteurs. La FNSEA est au centre d'un système extrêmement corporatiste. Tu connais l'histoire de la FNSEA, Édouard ? Dans les grandes lignes. Il va nous la refaire un jour. Et donc, lisez, j'ai publié le budget de la FNSEA de 2023. J'y souligne que les cotisations des adhérents ne représentent que moins de 30%. Représentant 28% des ressources totales de la FNSEA, l'essentiel des ressources, les 2/3 des ressources de la FNSEA sont apportées par l'État, par des subventions, par des contributions obligatoires. Donc la FNSEA a poussé jusqu'au bout ce modèle de syndicalisme où on vit de subventions et plus d'adhérents, et où donc lorsque l'adhérent n'est pas content, eh bien on en prend bonne note et on s'en félicite, et on écoute surtout ce que dit le ministre, parce que c'est le ministre qui tient les cordons de la bourse. Redisons-le, beaucoup de bruit, de rumeurs circulent sur le fait que l'agriculture française est victime du marché. Redisons-le, l'agriculture en France, c'est tout sauf le marché concurrentiel. L'agriculture en France est un univers hyper réglementé, hyper administré et hyper noyauté par ce qu'on appelle le corporatisme, c'est-à-dire l'autogouvernement de l'activité professionnelle par les professionnels eux-mêmes. Ça a été inventé sous Vichy, ce corporatisme agricole. Et en fait, quand on fouille l'histoire de la FNSEA, on découvre que ceux qui tenaient la corporation de l'agriculture sous Vichy,
sont revenus au pouvoir par l'intermédiaire de la FNSEA à partir de 1947-48 et ont noyauté la FNSEA pour en faire ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Édouard, est-ce que tu penses que l'agriculture française peut sortir de sa misère, doit sortir de sa misère en sortant de l'Union européenne? Oui, alors je fais juste une toute petite comparaison avec le cas allemand, mais pour souligner l'attention qu'il faut porter. En France, c'est à la FNSEA. En Allemagne, on l'avait dit contre tous ceux qui nous expliquaient que la révolution était aux portes de Berlin. En Allemagne, le DGB, le syndicat des agriculteurs en Allemagne est dirigé par quelqu'un proche de la CDU. Donc, à chaque fois, on n'a pas des gens qui sont extérieurs au système. Et ce directeur du syndicat des agriculteurs en Allemagne, il est membre de conseil d'administration ou de conseil de surveillance d'un certain nombre d'entreprises. La différence entre la France et l'Allemagne, c'est qu'en France, c'est l'État, c'est donc l'argent du contribuable qui sert à acheter les syndicalistes, alors qu'en Allemagne, le système s'entretient parce que les syndicalistes siègent dans les mêmes instances que le patronat. C'est la différence, mais dans les deux cas, on a un mouvement apparemment contrôlé. La question est de savoir si, quelque part en Europe, le mouvement va échapper à ceux qui veulent le contrôler. Alors ça nous ramène à une autre question qui est, je crois, la question la plus importante. Quelle est la part de l'Union européenne dans ce qui se passe? Quelle est la responsabilité de l'Union européenne dans ce qui se passe? Et pour le dire en quelques mots, lorsque De Gaulle a négocié la politique agricole commune, elle était très favorable aux agriculteurs français. C'était une Europe qui servait les intérêts de la France. On a vu la situation se détériorer progressivement parce que au moins après Pompidou, nos présidents ont moins bien négocié. Et puis, il y a eu l'élargissement de l'Union européenne après l'ouverture de l'ancien bloc soviétique. Et là, c'est devenu de moins en moins avantageux à cause des agriculteurs d'Allemagne de l'Est, à cause des agriculteurs polonais et d'autres. Et dans ce cadre-là, les Français sont allés négocier chaque fois une petite enveloppe qui permettait de maintenir la paix sociale en France. Mais aujourd'hui, il est très clair que l'agriculture est un domaine où il faudrait que immédiatement un gouvernement français mette sur la table tous les problèmes qui se posent et demande une renégociation systématique. En plus, il y a ce qu'on appelle le Green Deal qui vient encore compliquer la situation. Donc oui, voilà un domaine dans lequel il faudrait mettre en cause les règles actuelles de l'Union européenne et menacer de sortir du marché agricole. On va se limiter à ça. Ça peut être un objectif atteignable. Alors, il est 15h30, vous avez peut-être entendu les sirènes des CRS. Ça veut dire que sur le périphérique, c'est en train de bouger. On vous tient au courant. Suivez le Courrier des Stratèges. Vous aurez une série d'interviews d'agriculteurs, d'analystes, d'experts. Nous ferons des reportages sur place pour vous tenir au courant. Et par ailleurs, si vous êtes parisien, eh bien, c'est un peu trop tard. Les magasins sont d'ores et déjà vides. Vous ne pourrez plus faire vos réserves. Essayez de quitter Paris si vous voulez survivre. Il paraît que les agriculteurs veulent la démission du gouvernement. On va s'amuser. Sans transition, on passe tout de suite à Israël, qui est, de mon point de vue, une information tout aussi essentiel. Aujourd'hui, on fait long parce qu'il y a des événements importants, donc il y a des sujets que nous ne pourrons pas traiter. Reportez-vous là aussi au courrier qui vous dit l'essentiel de ce qu'il faut savoir, notamment la faillite d'Evergrande, le grand promoteur immobilier chinois qui est en situation de liquidation et donc qui pourrait créer un séisme économique en Chine. Nous n'avons pas le temps d'en parler. Reportez-vous à nos colonnes. On va parler d'Israël. La décision de la Cour internationale de justice, qui était une décision en référé, qu'est-ce qu'elle dit au juste concernant le génocide des Palestiniens par l'armée israélienne? Alors, effectivement, c'était une décision d'urgence, l'équivalent d'un référé en droit français, et très clairement, la Cour a expliqué que, premièrement, elle était compétente pour juger de l'affaire, ce qu'Israël avait contesté. Deuxièmement, que l'Afrique du Sud était tout à fait en droit de poser la question d'un risque de génocide, ce qu'Israël avait contesté bien sûr, et que donc la Cour allait se saisir de l'affaire, mais qu'en attendant,
en attendant, elle demandait à Israël de prendre un certain nombre de mesures qui marquaient son respect de la Convention sur les génocides de 1948, puisque Israël est assignataire de cette convention. Qui visait directement les Israélites, les Juifs, victimes de l'Holocauste. Là, effectivement, la Convention de 1948 a été rédigée avec deux cas en tête, le génocide des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale et le génocide des Arméniens pendant la Première Guerre mondiale. C'est là-dessus que s'est fondée, en fait, toute la juridiction qui a été élaborée. Et donc, pour cela, Israël doit remettre un rapport dans un mois à la Cour internationale de justice, prouvant qu'il a pris des mesures contre ce que dénonçait l'Afrique du Sud. Alors là, on a une distinction, c'est est-ce que, au moins prima facie, en apparence, à première vue, on peut dire qu'il y a des réalités qui risquent de dégénérer en génocide. Et là, la Cour, très clairement, a dit oui. Et elle a donc demandé à Israël de prendre des mesures. Ce qui peut, je donne un exemple très concret, en ce moment il y a des Israéliens qui bloquent l'une des entrées de l'aide humanitaire vers Gaza en considérant que tous les Gazaouis sont des terroristes, et donc ce genre d'action est tout à fait contraire à ce qu'a demandé la Cour internationale de justice. Alors à partir de là, certains observateurs, experts qui avaient beaucoup misé sur ce jugement ont dit oui, mais la Cour n'a pas ordonné de cesser le feu. Alors, premièrement, il faut rappeler que la Cour internationale de justice, c'est la Cour de l'ONU, et l'organe qui peut mettre en œuvre un cessez-le-feu, l'ordonner, c'est le Conseil de sécurité. Or, on sait que le Conseil de sécurité est bloqué actuellement par le veto réel ou potentiel des États-Unis qui ne veulent pas que la guerre s'arrête. Deuxièmement, je crois qu'il faut prendre la mesure de ce qui s'est passé. Jusqu'à maintenant, Israël a toujours refusé finalement de prendre en compte les considérations de droit international. On sait le mépris dans lequel Israël tient l'Organisation des Nations Unies tout en y siégeant, et on sait que ce qui se joue depuis 1948, et on dit ça en toute neutralité, sans aucune acrimonie, c'est le fait que Israël a pris ce que lui donnait l'ONU, mais n'a pas en échange, assumer les responsabilités que lui demandait d'assumer l'ONU, c'est-à-dire de respecter l'existence d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël. Et donc là, on a un tremblement de terre dans la communauté internationale. La meilleure preuve, c'est que le secrétaire d'État américain s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères sud-africain quelques heures avant que la décision soit rendue. On peut penser qu'elle était connue par certains initiés, même si personne n'en parlait. Donc ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose, et ça veut dire qu'il y a une base, et tout le travail, tout le soft power d'Israël dans les 20 à 30 dernières années, après le rejet des accords d'Oslo, et pour prouver qu'ils étaient dans leur bon droit à Gaza ou en Cisjordanie, est évidemment mis à mal. Alors ça n'est que le droit. On sait que le droit sans la force risque de rester lettre morte. Malgré tout, si on met ça en rapport avec la situation sur le terrain et la coalition qui neutralise les États-Unis et Israël sur le terrain, on voit qu'il se passe des choses. Alors, quand même, ce qu'il faut souligner, avant qu'on ne fasse un point sur la situation militaire, et notamment sur cette rumeur grandissante d'une guerre directe avec le Liban, d'une invasion du Liban par les Israéliens, quand même cette histoire de droit international, puisque l'Occident adore se présenter comme la terre du droit contre les démocraties libérales, contre les dictatures, les régimes autoritaires, le reste du monde, ça pose quand même un sacré problème qu'aujourd'hui, y compris dans nos médias, dans le cartel des médias subventionnés qui soutient massivement Israël, ça pose quand même un problème qu'on ait eu très peu d'écho sur cette décision de la Cour internationale de justice. Je regardais encore la presse ce matin, je la regarde tous les jours. Cette décision n'a pratiquement pas eu d'écho dans le cartel des médias subventionnés. Ça pose quand même un problème que l'Occident aujourd'hui se présente comme le chevalier blanc qui défend, comme disait Haute, la civilisation judéo-chrétienne, et qui, au fond, ne fasse aucun cas
des traités signés, puisque, comme tu l'as dit, cette Cour internationale de justice n'a pas rendu une décision en l'absence d'Israël. Elle a rendu cette décision parce que Israël a signé le traité créant la Cour internationale de justice, et Israël reconnaît la légitimité, la capacité juridique de cette Cour internationale. Comment l'Occident pourra-t-il durablement justifier le fait qu'il ne respecte le droit international que lorsque ça lui profite et qu'il l'ignore superbement lorsqu'il considère que le droit nuit à ses intérêts? Alors, je crois qu'on est au cœur du sujet. D'abord, ce double standard n'est plus accepté. On l'a vu au moment de la guerre d'Ukraine. Quand bien même on accepte de dire qu'il y a une agression russe et on rejette le tort sur la Russie, l'Occident était persuadé que tout le monde allait le suivre dans ses sanctions et dans ses condamnations de la Russie. Or, ça ne s'est pas passé. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas passé? Parce que le reste du monde ne veut plus de ce double langage occidental. Donc ça, je crois que c'est très clair. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a un drame spécifique qui, je crois, est le drame européen. Quand on regarde bien jusqu'aux années 70, quelles que soient les pulsions de violence des États-Unis et leur côté unilatéral, il y avait en Europe de grandes figures. Pensons, c'était le cas de Georges Pompidou, c'était le cas de Willy Brandt, c'était le cas de Kreisky, le chancelier autrichien, d'Olof Palme en Suède, qui toujours rappelait le droit international et qui disait que le rôle de l'Europe dans ce qu'on appelait la communauté occidentale, c'était précisément de garder une forme d'équilibre. Ces gens-là, petit à petit, ont disparu et aujourd'hui, on n'a plus que des intérêts soumis à ceux des États-Unis. Un exemple, en représailles, les Israéliens demandent qu'on arrête de financer l'agence des Nations Unies qui intervient en Palestine, l'UNRWA. Bon, eh bien, la France est déjà jointe à la demande. C'est scandaleux, le comportement du gouvernement français. On sait que depuis des décennies, Israël a l'UNRWA dans le collimateur, mais que la France se joigne à ça, que le gouvernement français, que le gouvernement parisien se joigne à ça, c'est indigne. Ça, il faut le souligner, effectivement. Donc, on reprécise que cette demande se justifie officiellement parce que on soupçonne certains employés de l'UNRWA d'avoir participé aux attaques du Hamas, et donc ça justifie la fin du financement de cette agence qui est chargée de prendre en charge les réfugiés palestiniens depuis 1948, et l'UNRWA gère un certain nombre de camps de réfugiés à travers le Proche-Orient, en Cisjordanie, évidemment, à Gaza, au Liban et en Syrie, notamment, et en Jordanie, bien entendu. Quelques mots très rapides, parce qu'il nous reste très peu de temps, sur la situation militaire, la guerre au Liban Sud, et puis le démantèlement du Hamas par l'armée israélienne. Alors, très clairement, le démantèlement du Hamas par l'armée israélienne a échoué. L'armée israélienne s'est retirée du nord de Gaza aussitôt ce qu'on appelle la police du Hamas s'est remise en place. Au centre, près du sud, à Khan Younis, il y a eu des affrontements extrêmement durs la semaine dernière. Il y a des bombardements, il y a à nouveau des Palestiniens qui sont chassés de là où ils s'étaient réfugiés, des images aussi atroces que celles qu'on a vues pour le nord de Gaza. Mais là aussi, l'armée israélienne commence à retirer des troupes. Il semble que la stratégie soit maintenant de ne plus envoyer de troupes au sol, de renforcer le siège de Gaza en créant une zone tampon d'1 kilomètre pour éloigner encore plus le risque d'un nouveau 7 octobre, et de bombarder sporadiquement ou régulièrement. Alors, l'armée israélienne se concentre effectivement au nord. Elle se concentre au nord. La question, ça fait 3 semaines qu'on parle d'une attaque imminente du Liban
Liban aura-t-elle lieu? Si elle a lieu, est-ce que le résultat sera plus favorable qu'à Gaza? Personnellement, j'en doute, parce que je crois d'abord que beaucoup des unités de l'armée israélienne ont été très éprouvées par les affrontements à Gaza, et parce que ensuite le Hezbollah est un adversaire beaucoup plus aguerri encore que les combattants palestiniens, le Hamas et les autres qui ont résisté à l'armée israélienne à Gaza. Donc je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un agacement de plus en plus fort des Américains aussi, qui sont la cible d'attaque de la résistance islamique en Irak et d'autres unités. Il y a eu une frappe à la frontière de la Jordanie et de la Syrie. On se demande pourquoi les Américains en font tant de bruit, parce qu'en fait, il y a déjà eu 118 frappes contre des bases américaines depuis le 7 octobre, venant en général partie d'Irak. Donc, est-ce qu'il y a du bluff? Est-ce qu'il va y avoir effectivement un passage à l'acte au Liban Nord? On va s'en rendre compte cette semaine. En tout cas, pour rejoindre ce que nous disions, il y a non seulement le domaine du droit, mais sur le terrain, les armes, il y a au mieux pour les Américains un équilibre qui s'est établi et qui est à leur détriment. Il faut voir aussi que les Yéménites, les Houthis, ont attaqué directement des navires de guerre américains la semaine dernière et ont obligé des navires de commerce à rebrousser chemin. Tout ça ne parle pas en faveur d'une victoire écrasante de l'Occident dans cette région du monde. Il nous reste 3 minutes et demie. Le Texas va-t-il faire sécession? Alors, il y a une situation apparemment tragicomique qui se met en place. Le Texas ne cesse de renforcer ses dispositifs à la frontière pour empêcher les migrants de rentrer. Là-dessus, le gouvernement fédéral a demandé à la Cour suprême de statuer. La Cour suprême a expliqué qu'il y avait des mesures techniques qui étaient mises en place, matérielles, qui étaient inhumaines, en particulier les fils de fer barbelés, parce qu'il y a eu des femmes et des enfants qui sont morts à cet endroit-là. Et à ce moment-là, le gouverneur du Texas a expliqué qu'il n'appliquerait pas ce que demandait la Cour suprême, qu'il enverrait la garde nationale du Texas pour s'opposer à toutes les troupes fédérales qui voudraient appliquer ce que dit la Cour suprême. Alors sur le papier, on a une situation apparemment de sécession, on pourrait dire, du Texas, puisque il y a une quinzaine d'États républicains, dont les gouverneurs sont républicains, qui se sont solidarisés avec leurs collègues. Quel est le jeu? Il y a au même moment un affrontement très dur au Congrès pour savoir comment financer le gouvernement fédéral. Les républicains bloquent le financement sur la lutte contre l'immigration, paradoxalement, à la demande de Trump, parce qu'il ne voit pas assez de réduction dans d'autres domaines de la part des démocrates. Trump, dit-on, a plutôt intérêt à ce que la situation se détériore à la frontière pour aider sa campagne électorale. On voit qu'il y a une sorte de jeu de dupes. Moi, ce qui m'alerte, malgré tout, c'est qu'à force de jouer à la guerre de sécession, il y a un moment où la situation peut échapper aux acteurs. Et je voudrais, pour finir ce bref point, insister sur le fait que les États-Unis sont dans une crise profonde et que tout calcul politique en France ou en Europe qui sera fait en se disant de toute façon nous pourrons toujours compter sur Washington et sur les États-Unis est un calcul erroné. À l'inverse, si on est un opposant à l'ordre existant, on doit se dire quelle chance, les États-Unis entrent en crise, reprenons notre liberté. Alors, on notera au passage que je suis couvert d'articles de presse disant la frappe russe sur l'Europe prochaine si l'OTAN perd le soutien américain. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une entreprise de propagande qui est destinée à nous effrayer sur la perspective d'un retour de Trump aux affaires et ses conséquences directes qui est que nous subirons une invasion russe dans l'heure qui suit? Premièrement, l'Ukraine est en train de perdre la guerre. Les Russes avancent lentement mais sûrement. Donc il faut dissimuler cette réalité. Donc on a une inversion du discours. Il y a 6 mois, les Russes étaient des nuls qui n'arrivaient même pas à avancer de 10 mètres. Maintenant, ils vont venir jusqu'à Brest.
Donc ça fait sourire. Mais c'est le récit médiatique qui se met en place. Donc il faut faire peur à tout le monde. Ça va justifier aussi des dépenses d'armement. D'ailleurs, moi je pense que tout ça dans un esprit où des forces renforcées, forces de sécurité renforcées, serait surtout pour l'ordre intérieur. Pas simplement pour c'est fini. Pour l'OTAN. Retrouvez-nous sur. Je te coupe si je parle trop. Retrouvez-nous sur Telegram. Vous avez vu l'adresse s'afficher. Rejoignez-nous, c'est gratuit. Ça prend 15 secondes de téléchargement. À la semaine prochaine.